我々は九十、かまどたん九十、水の呼吸、一の型、挽回、天差全月。Eh vas-y, pourquoi je vais me faire l'idiot comme ça? L'œuvre Demon Slayer est une œuvre carrée par l'animation avec un scénario extrêmement pauvre, une œuvre très simple. Voici les différentes critiques que beaucoup de personnes émettent à l'encontre de Demon Slayer. De moi du coup j'ai envie de poser une question. Depuis quand la complexité est gage de qualité? Une œuvre est faite pour être appréciée peu importe sa longueur, peu importe son contenu. Et elle peut être appréciée à différentes échelles. D'autant plus que l'appréciation de quelque chose peut se baser sur différents critères. Comment l'histoire nous a touchés, comment les personnages sont écrits, la manière dont est narrée l'histoire, les dessins pour le cas des mangas, et tout plein d'autres choses liées à l'affect. Mais pour moi, ne pas aimer quelque chose parce que c'est simple, c'est pas un argument recevable. Dis plutôt que tu préfères les œuvres un peu plus complexes parce que c'est ce que tu recherches, c'est ce qui va te procurer du bien, et que les œuvres dites simples ne t'intéressent pas. Mais ne pas aimer parce que c'est simple, c'est pas un argument. Mais dans ce cas-là, j'espère que tu n'aimes pas Dragon Ball ni One Punch Man, parce qu'il faut être cohérent avec ce que tu dis. Du coup, cette vidéo a pour objet de déterminer si Kimetsu no Yaiba est une œuvre simple et pauvre, ou pas du tout. Et la vraie question, ça serait, Kimetsu no Yaiba, soit Demon Slayer, est-il trop pauvre pour mériter son succès? Ah, ça en jette, hein. Et tout au long de la vidéo, j'en profiterai pour répondre à est-ce que c'est carré par l'animation, est-ce que c'est le meilleur animé, tout le tralala. Crevons l'abcès, on va pas se mentir, le propos de l'œuvre est simple. Tanjiro, il dit au lecteur ou à la personne qui le regarde, il lui dit écoute, c'est simple, on a tué ma famille, moi je dois sauver Nezuko, je vais me battre contre les démons, du coup je m'entraîne. D'un côté, t'as les humains avec les piliers, et de l'autre côté, t'as les démons. Soit t'es avec nous, soit t'es contre nous, mais choisis ton camp. C'est simple, non? Du coup, ça fait que dans l'œuvre, il y a un bon power scaling. Je sais pas si c'est comme ça que vous dites les jeunes. Bah, je rigole. C'est-à-dire que d'un côté, t'as les piliers qui sont les humains les plus forts. Au sein des piliers, il n'y a pas de réelle hiérarchie établie, que ce soit en termes de rang social ou même de puissance, à part un dont je tairai le nom. Ce qui est tout le contraire des lunes démoniaques, les lunes démoniaques qui sont numérotées de 12 à 1, en fonction de la quantité de sang qu'ils ont reçu par Muzan, leur puissance et aussi leur prouesse. Maintenant qu'on sait tout ça, dans la quête pour sauver Nezuko, t'as de nombreux rebondissements qui vont eux constituer l'histoire, avec les nombreux personnages qui la composent, à commencer par le protagoniste Kamado Tanjiro. Un des personnages qui me touche le plus, toute œuvre confondue. Un gars déterminé, il est attachant, il est accueillant, franchement j'ai vraiment de l'admiration pour lui. Désolé, j'ai encore d'autres choses pour le qualifier, mais il a de la pitié pour ses amis, il a même limite de la pitié pour les démons qui sont le mal. En fait, il a même pitié à la place des démons d'être des démons, genre en mode la condition de démon. Tu sais, il a ce petit regard en mode j'ai pitié de toi. Ce mec n'est clairement pas animé par la haine, malgré tout ce qu'il a subi. Tu vois, il a certains excès de colère contre Akaza par exemple. Mais un exemple pour illustrer le fait qu'il n'est pas animé par la haine, t'as Inosuke tout au long de l'œuvre qui écorche son nom comme jamais. Il réagit pas, il prend le temps de lui dire non, c'est Kamado Tanjiro. Mais moi là, à la place de Tanjiro, mais il y a longtemps que je l'aurais démarré Inosuke. Comme j'ai dit plus tôt, il est attachant, raison pour laquelle Inosuke et Zenitsu sont tout le temps avec lui. D'ailleurs, je veux juste caler que je pense que ça doit bien être mon trio préféré. Pas un de mes trios préférés, mon trio préféré. Je sais pas, c'est inexplicable, c'est les sentiments. Bien sûr, tout le monde lit pas le manga, donc je vais pas spoil, mais tu vois qu'ils évoluent petit à petit et tous en même temps limite. C'est vrai qu'ils n'ont pas le background le plus gros de l'histoire, mais ça permet quand même de comprendre les comportements qu'ils peuvent avoir à certains moments. Et de la logique, c'est tout ce qu'on demande. En parlant de background, ça m'amène à parler des piliers qui ont chacun un background assez lourd. Les piliers ont tous une raison qui les pousse à exterminer les démons. Que ce soit pour obtenir la reconnaissance de ses proches, que ce soit par pure haine des démons par rapport à leur expérience personnelle, ou alors des rôdeurs qui sont devenus piliers pour parfaire leur escrime. Moi j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup parce qu'ils sont tous différents, que ce soit au niveau de leur technique ou de leur personnalité qui les rend attachants ou non, et j'aime beaucoup la relation que chacun entretient avec Tanjiro qui est toujours unique, mais par respect pour les animés en ligne, j'en dirai pas plus, mais vous voyez l'idée. Cependant, dans l'œuvre, les plus intéressants sont ceux qui sont du côté de Muzan. Attention, je ne parle pas des démons en général, mais bien des 12 lunes démoniaques. Et là, vous pourrez me dire, mais en quoi elles sont intéressantes? Attendez, je vais vous dire ça. Assez tôt dans l'œuvre, on a une humanisation des démons. La notion de famille qui est beaucoup abordée, mais qui n'est pas très bien retranscrite, en tout cas telle que nous l'apercevons en tant qu'humains. Et je prends la famille araignée qui apparaît fin de la saison 1 comme exemple. Et ce processus d'humanisation des démons est encore plus accentué par Tanjiro, qui lui sait ce qu'est une famille et le fait remarquer. Mais plus que tout, Tanjiro sait ce que c'est la fraternité à tant le poteau. Il a vécu dans une famille nombreuse, il n'y avait pas encore les aides sociales à l'époque, mais ils auraient définitivement touché les aides sociales. Du coup, il sait comment se comporter avec des frères et des sœurs. Ça fait que quand la 6ème lune supérieure, Gyotaro et sa sœur étaient en train de se chamailler et que le frère était sur le point de dire une dinguerie,
il l'a arrêté. Et pour rester sur cet exemple, car dans l'anime c'est le seul exemple qui me permet de bien appuyer mon propos, un propos qui ne changera pas mais qui évoluera avec le temps, on voit que la 6ème lune supérieure, plus précisément Gyotaro, n'est pas devenu démon par fantaisie. Il y a eu ce dégoût envers la race humaine, sa condition d'être humain qui n'apportait que le malheur, et à quoi bon rester humain si c'est pour vivre une vie pareille. Et ça me fait penser à l'arc de l'infini lorsque Akaza dit à Rengoku que être démon, ça comporte de nombreux avantages. L'immortalité, donc plus de famine, parfaire son art à son paroxysme. Le seul inconvénient, c'est de ne pas pouvoir vivre la journée. En tant qu'être humain, je pense qu'il est difficile de ne pas tomber dans le désespoir. On peut pas dire que ça dénonce quelque chose dans la société, sinon ça serait maxé, mais ça raconte quand même sa chose. Car par recherche avide de pouvoir, par frustration de ce que l'humanité a eu à leur proposer, certains ont franchi la limite et sont devenus démons. Je pense que beaucoup d'humains, si on avait été dans Demon Slayer, on aurait cédé. Bon, pas moi, mais vous là. Maintenant qu'on a vu tout ça, peut-être que ça a permis à certains de voir autre chose, ou alors pas du tout. Mais on va parler du sujet qui fâche, carré par l'animation. Et pour vous répondre, oui, c'est logique parce que le but d'un anime c'est de promouvoir le support papier, que ce soit le LN ou le manga, ou alors le jeu vidéo. Raison pour laquelle c'est débile de dire que c'est carré par l'anime et l'animation, j'englobe tout dans l'anime. Parce que je suis capable de te donner plein d'œuvres carrées par l'anime. Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, dont la plupart d'entre nous avons commencé par l'anime. Certains n'ont même jamais lu une seule page de ces deux œuvres. Maintenant, si on parle que de la France, oui, l'anime a fait découvrir cette œuvre au grand public. Moi, avant, je ne connaissais pas Kimetsu no Yaiba, malgré le fait que ça soit dans le Jump. Mais contrairement au Japon, en France, on n'a pas tous les moyens qui te permettent de découvrir de nouveaux mangas comme les magazines de prépublication. Donc, ce sont souvent les animés qui nous font connaître des œuvres. Y a-t-il un mal à ça? Moi, par exemple, j'ai lu Jujutsu Kaisen dès sa sortie, chapitre 1. Et de ce que je voyais, en France, on n'était vraiment pas beaucoup à lire Jujutsu Kaisen. Donc, est-ce qu'on devrait dire que Jujutsu Kaisen aussi est carré par l'anime? Mais pour revenir à Kimetsu no Yaiba, le manga était déjà populaire avant son anime, en tout cas au Japon. Mais si je dis pas de bêtises, l'annonce de l'anime a été faite au chapitre 150. Donc pour vous dire, il y a 200 chapitres de Kimetsu no Yaiba, 150, c'est-à-dire qu'on avait déjà pris de l'avance. D'autant plus que si Ufotable, qui n'adapte pas énormément de manga, j'ai dit bien manga, a pris le projet, c'est pas pour rien. Et pour rajouter encore quelque chose, à la sortie en France de Kimetsu no Yaiba, il y a eu 5 épisodes diffusés au cinéma, quelque chose qui n'avait été jamais fait avant. Donc une œuvre carrée par l'anime, qui n'était même pas encore sortie à ce moment-là, a déjà quelque chose comme ça. Désolé, vous agissez comme des rageux. Bon, logiquement, si t'es encore là, c'est que tu fais pas partie de ces gens-là, mais fais passer le message. Oui, l'anime nous propose quelque chose d'extraordinaire. Déjà au niveau des chara design, et je ne cesse de le répéter, la liberté prise par le studio Ufotable, que je qualifie de meilleur studio d'animation, est très bien jouée. Les travaux sont majestueux, oui, les combats représentent la partie la plus visible des travaux réalisés. Tous les combats sont bien faits, mais on va mentionner les plus connus, épisode 19 de la saison 1 et la danse du feu. Littéralement, chaque fois que Zenitsu dégaine son sabre, Akaza vs Rengoku, et dernièrement, le célèbre Tengen vs Gyutaro. C'est vraiment la jouissance, un plaisir visuel et auditif. Oui, auditif, car c'est une de nombreuses qualités de l'anime que j'aimerais mettre en avant. Certes, je ne m'y connais pas énormément en animation, mais quand il y a un bon travail, tu sais le reconnaître. Depuis le début de l'œuvre, les jeux de lumière sont extrêmement propres, d'autant plus que nous sommes dans l'obscurité, mais c'est assez drôle parce qu'on y voit clair. Bon, oui, on doit quand même voir l'anime, mais on y voit beaucoup trop clair même. Il y a aussi les eye catchers, c'est-à-dire les images qui marquent la session, le temps de la pub entre la première partie de l'anime et la seconde partie. Il y en a trop dans mon téléphone, carrément j'ai fait une story à la une sur mon Insta, va piocher là-bas et profite-en pour t'abonner en même temps. L'anime utilise bien la 3D, contrairement à certains, hein. Bref, même les décors sont incroyables, des décors qui au fil des saisons sont de plus en plus qualitatifs, ce qui m'amène à une take que j'ai faite sur les réseaux sociaux. Je l'ai faite après avoir vu l'épisode 1 de Demon Slayer en avant-première. Je pense que quand cette vidéo sortira, l'épisode 1 sera déjà sorti, mais voici ce que j'ai dit. Meilleure animation, meilleure adaptation d'anime all time. Moi je vous dis, vous êtes pas prêts. T'as vu, c'est même pas forcément de l'action et tout, mais les mises en scène, les backgrounds et tout, tu te dis, mais c'est pas ce qui était dans le manga, c'est trop beau visuellement, c'est bisous seulement. Je pense que personne ne pourra me contredire, parce que comme je le disais dans la vidéo, c'est pas une question de combat, mais vraiment de décor. Tout le monde dans la salle avait halluciné, et je pense que comme vous avez vu l'épisode, vous êtes apte à me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais c'était vraiment trop beau, les mouvements de caméra, Akasa, le petit regard tin, oh là, c'est trop. Tout pour la satisfaction du spectateur. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire sur l'anime et j'aime beaucoup.
C'est vraiment la meilleure adaptation d'un manga all-time. Pour conclure, je trouve que son succès est mérité et je ne trouve pas que ce soit une œuvre pauvre. Surtout qu'on ne sait pas quand est-ce que se situe la pauvreté ou même la richesse. En tout cas, j'aime bien l'œuvre parce qu'on va à l'essentiel. Je pense que l'auteur a su miser sur ses forces parce qu'on n'est pas allé dans le superficiel. Il n'y a pas énormément de sous-intrigues dans lesquelles on pourra se perdre. Ses gros points forts, c'est d'avoir misé sur l'affect. Et l'animé y contribue énormément parce qu'un grand gaillard comme moi là, faut voir, il y a des moments où je suis touché. Je suis touché parce que je suis sensible. Pas les larmes, hein, attention. Et je pense que pour apprécier cette œuvre, faut avoir de l'empathie. Si t'en as pas, ça pourra pas te toucher comme ça touche certaines personnes comme moi. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu t'abonnes, tu commentes si t'as envie de dire des choses. Liberté d'expression. Donc voilà, ça c'était pour YouTube, mais tu viens aussi sur Twitch, parce que sur Twitch, en fait, tous les dimanches, on regarde Kimetsu no Yaiba. Donc pour ça, je t'invite à t'abonner, tous les liens sont en description, ainsi que sur Twitter, parce que c'est là où je vais te dire à quelle heure je commence. Sur Instagram, parce que comme je te l'ai dit plus tôt, c'est là-bas où tu cherches le fond d'écran. Et sur TikTok, parce que vas-y, je fais quelques vidéos de temps en temps. Donc voilà, c'était Kamado Tan Kujo, et j'espère que la vidéo t'aura plu.